Quand on connaît l'histoire des aviateurs français du Normandie-Niemen, on est toujours surpris de découvrir, caché sous les ombrages du célèbre cimetière de Moscou, le dialogue muet entre deux soldats inconnus, deux combattants anonymes qui sont venus de France pour mourir en Russie. Un face-à-face pour l'éternité entre l'envahisseur des guerres napoléoniennes et le libérateur de la dernière guerre mondiale. La logique pour les Russes, c'est peut-être que les soldats du général de Gaulle ont racheté la faute des soldats de l'empereur Napoléon. Peut-être, aux yeux de la Russie, ces Français ont-ils tous un point commun. Ils étaient courageux et ils aimaient râler. En somme, tous des grognards. Je connais bien les grognards de Gaulle. J'étais l'un d'eux. Dans l'immense tragédie de la dernière guerre mondiale, vous vous demanderez ce que représente le combat d'une poignée de pilotes français. Nous avions une particularité. Au sein de l'armée rouge, nous portions l'uniforme français. Un symbole qui disait que la France n'était pas vaincue. Un défi à Hitler et Pétain qui avaient interdit à cet uniforme de continuer la guerre. Les Français qui n'obéiraient pas seraient des traîtres et exécutés comme tels. Nous avons payé pour savoir que cet ordre a été parfaitement suivi en Russie. Parmi les 42 morts du Normandie-Niemen, 26 pilotes ont disparu sans laisser de traces. Aucun Français, tombé mort ou vivant aux mains de la Wehrmacht, n'a jamais été retrouvé, à part 3 prisonniers. La preuve qu'ils ont subi l'ultime châtiment, leur corps abandonné sur le champ de bataille ou jeté dans un trou anonyme, afin qu'on les oublie. Mais l'oubli vient de perdre une bataille. Et c'est cette histoire-là que je veux vous raconter. Des pilotes français condamnés à mort par le régime de Vichy, répondant à l'appel de Charles de Gaulle, n'ont pas hésité de partir à 2000 km de leur patrie pour combattre le nazisme et pour que les jeunes vivent en liberté. Voilà la raison pour laquelle j'ai accepté de créer le musée Normandie-Niemen aux Andelys. Robert pense notamment à son frère, dont l'histoire est un peu notre histoire à tous. Avant-guerre, nous étions des gosses qui faisaient tous le même rêve. Voler, avoir un avion, rien que pour nous seuls. En 1938, la jeune armée de l'air française était notre meilleure chance de voler. La menace grandissait en Allemagne et elle recrutait massivement. Quand notre rêve s'est réalisé, nous avions 20 ans. Mais le destin a voulu que notre premier travail soit un sale travail, la guerre. Qu'on ne vienne plus me dire que le ciel de France était vide en 1940. Le tiers des pilotes de chasse français y a laissé sa peau. Nous n'avons peut-être pas évité la débâcle française, mais qui saura jamais ce que serait devenue la bataille d'Angleterre, juste après, si nous n'avions pas privé les Allemands d'un bon millier de zinc. Devant le désastre, à l'époque, tout le monde avait la même idée. Repli stratégique en Afrique, dans l'Empire français, pour reprendre le combat. Mais que ce soit en France ou en Afrique du Nord, on s'est tous fait piéger par Pétain. Le choix était simple. Soit on acceptait d'être désarmé, démobilisé et désœuvré, soit on fuyait ce qui était devenu l'Empire du mal. Quand l'espoir est venu de Londres, nous avons immédiatement rejoint la France libre du général de Gaulle. Avec toujours la même idée, la même passion, retrouver un avion, voler. Mais cette obsession avait désormais un autre but, un autre sens, qui s'appelait la liberté. Forcément, nous étions pressés et exigeants. En Angleterre, il fallait attendre pour avoir un avion. Et quand on l'avait, on volait sous l'uniforme anglais.
Alors, on était très attentif à ce qui se passait dans notre empire, où la France libre libérait des territoires, dont le protectorat du Liban. Et quand on nous a dit que là-bas, à Rayak, il se créait 2 escadrilles de chasse purement françaises, on était bien sûr volontaires. Nous avons choisi celle qui s'appelait Normandie et qui partait pour le front russe. De Gaulle voulait que la France soit présente partout où l'on se battait pour la liberté. Le général était le seul à penser en Occident que la situation du front russe était tragique, mais pas désespérée. Nous allions combler ses espoirs en participant à la victoire finale sur le symbole de l'idéologie nazie, Königsberg, la prussienne. L'imprenable citadelle des chevaliers teutoniques. Mais c'était le pire moment de Stalingrad, et personne n'aurait parié sur la moindre chance de survie du Normandie. Un petit groupe de 14 pilotes et 42 mécaniciens. Il fallait être un peu fou pour tenter l'aventure, mais on était jeunes. On nous avait promis de voler immédiatement dans un bon avion et dans notre uniforme. Et par-dessus tout, nous aimions voler. Comme Marcel, le fils d'ouvrier, le chevalier mystique combattant le mal, comme le comte Roland de la Poipe, qui allait faire avec l'autre Marcel, l'ancien ouvrier, une paire d'as infernale. Le tandem de l'Aristo et du Prolo, le duo Poip et Bébert, tous futurs héros de l'Union soviétique. Après entraînement, nous étions bons pour le service sur Yakovlev, Yak 3 pour les intimes, notre compagnon jusqu'à la fin de la guerre. À ce moment-là, l'armée rouge était victorieuse à Stalingrad et rien n'arrêterait plus sa contre-offensive. Une coïncidence, mais un symbole qui resteront inscrits à tout jamais dans la mémoire russe. Летел самолет с Калужской области. Мы граничим рядом с Калужской областью, наша Смоленская область. Самолет перелетел на Смоленскую область. Летел над болотом. И упал французский самолет в болото. Был мальчиком, мне было 11 лет. С родителями гоняли нас у беженцы. Ну, когда освободили нас, наши войска, мы вернулись и узнали, что здесь французский сбит самолет в болоте. Он был наверху, еще и колеса наверху были. Ну и когда мы, пацаны, подбегли, мальчики, нам бабушки постарше, бабушки говорят, это надпись французского самолета. А тут один мужчина нам говорит, что это ихние летчики Нормандии Неман. Cet homme, c'était l'instituteur qui a vu des papiers trouvés dans l'avion. C'est du moins ce que disent les grands-mères. Elles affirment que l'avion est tombé le jour de la libération du village, que le pilote mort fut longtemps visible dans son cockpit, et puis que le marais a tout englouti. Le jour de la libération du village, nous étions les seuls à voler dans la zone. Une sale journée de guerre ordinaire, où 2 pilotes descendus n'ont jamais été retrouvés. La légende de Bivalka parle probablement de l'un de nos 2 camarades disparus, mais elle est pleine de mystères. S'il est toujours dans son cockpit, pourquoi, à l'époque, les villageois ne l'ont-ils ni enterré, ni signalé? S'il n'est plus dans l'épave, pourquoi aujourd'hui les villageois continuent-ils de croire à sa présence? Comme tous les enfants russes, les jeunes pionniers de la région connaissent l'histoire du Normandie-Niemen. En 1987, ils ont voulu en avoir le cœur net. Ils ont retrouvé l'épave, sans atteindre le cockpit faute de moyens suffisants. Mais ils avaient réveillé la mémoire qui exigeait que l'on donne un visage à l'inconnu de Bivalka, celui de Paul de Forges ou celui de Jean de Cibourg. Je vous présente M. Kiryanov, qui a conduit la première expédition. C'est un très bon professionnel en la matière, puisqu'il a fait monter 39 avions de guerre, et donc ce serait son 40e. Comme vous le savez, c'est en 1987 qu'a eu lieu
la première tentative d'identification. Elle a repéré l'emplacement exact de l'avion, récupérant ce morceau offert à la France en 1992. Une deuxième expédition a eu lieu cet été et je suis là pour vous en faire le compte-rendu. La légende de Bivalka est inséparable de la légende du Normandie-Niemen, racontée à tous les enfants de Russie. Ce n'est pas une histoire de héros surhumains. Je dirais même que les héros ont plutôt surpris les Russes par leur curieux caractère à la française, râleur et un peu tête brûlée. Nos débuts furent très difficiles. Nos missions, c'était uniquement la protection des bombardiers. Autant demander à des chasseurs de garder les moutons. On a vite compris que c'était nous qu'on protégeait, parce que nous étions un symbole politique. Mais de symbole à gadget politique, il y avait une nuance. Alors, nous avons commencé à grogner, quitte à conforter l'idée que les Français ne savent faire que ça en Russie depuis les grognards de Napoléon. Un jour, pour nous calmer les nerfs, on nous a autorisés à courir après les Messerschmitt et les Focke-Wulf. La fureur de vaincre s'est libérée d'un coup. Peut-être trop vite, peut-être trop fort. 3 copains ont donné leur vie pour nous offrir 3 victoires. C'étaient nos 3 premiers morts. Un grand choc pour tout le monde, mais un choc salutaire, car enfin pris au sérieux, on nous a envoyés en première ligne. Я с французом дружил, не забыть наших встреч, там, где Неман несет свои воды. C'est là que nous avons rencontré notre ami Georgi Zakharov, aviateur comme nous, général et vieux baroudeur à 30 ans. Georgi se retrouvait avec le cadeau empoisonné sur les bras. Il devait laisser la furia française s'exprimer tout en l'empêchant de courir au suicide. Brave Georgi, nous l'avons vraiment fait tourner en bourrique. Notre témérité et notre indiscipline ne cesseraient plus de l'étonner. Mais comme il serait encore plus étonné par notre efficacité et nos victoires, il ne saurait plus jamais quand il devait nous engueuler et quand il devait nous embrasser. Bref, la bonne nouvelle, c'est qu'à ce moment-là, une dizaine de copains sont arrivés. Ils avaient fui en même temps que nous, mais ils avaient mis du temps à nous rejoindre. La mauvaise nouvelle, c'est que pour nous apprendre le combat à la russe, Georgi nous a placés sous l'aile protectrice des grands frères russes, les prestigieux pilotes du 18e de la garde. Inutile de vous dire que nous n'avions pas fini de râler. L'enfer du combat avait balayé toute cette mauvaise humeur, sauf chez nos mécanos, car l'armée rouge ne s'intéressait qu'aux combattants de première ligne. Avec la lumière d'été, nous volions 20 heures par jour. Nos mécanos ne dormaient plus, ou très peu, dans un trou creusé à même la terre et sans rien à manger. À bout de force, ils repartaient vers l'Afrique. Nous, de nouveau réduits à 14 pilotes, on repartait vers l'enfer. Mais cette fois-ci, avec des techniciens russes. Так это же я, говорит, этот самый Толя. Ну, как она старушка всех обняла, так поцеловала. Давай, да, вспоминай.
Они все были асы-летчики. Мы особо восхищались их техникой пилотирования. Они исключительно пилотировали на самолетах Як-3. Этот пилотаж мы всегда просто хотели перенять, чтобы и мы так летали, как летают французские летчики. Называли его горбатым. Даже и в те моменты, когда мы вот взаимодействовали с летчиками Нормандия-Неман, и они, не выговаривая, плохо зная русский язык, не выговаривая наши позывные, просто говорили: горбатый, я слева, горбатый, я выше. Вот так. Хорошо, я понял тебя, хорошо. Потом приедешь, на меня выйдешь. Да, есть я. Хорошо, я тебя понял, хорошо, молодец. Да, ужин на делегацию не заказан, кстати. Летчики это слишком смелые по тем временам были. Вот. Но сопровождать штурмовика им нельзя сказать, что они не любили, но выполняли приказы мы одинаково. Как они, так и мы. Мы очень часто кушали в одной столовой. Выпивали в одной столовой. Да. Вот, видишь, он подсказывает, дружили, значит, вечеринки, я вот картинки показывал. Там мы, значит, всегда в свободное время, когда погоды нет, и танцевали, и веселились, и это было хорошо. Не закрывай, пускай они снимают. Артур, встань туда. Давай, отпусти, пусть отпустит. Немного села. Давай, идешь. Отели! Ну скажи ты ему, он ничего не слышит. Натяни чуть-чуть. Натяни! Стоп, стоп! Отгони, начинаем там, оттуда. Gars sont tombés, aussitôt remplacés. Après cette campagne, les 14 survivants n'étaient plus les mêmes. Mais 81 victoires en tout, ça donnait une autre dimension à ceux qui restaient opérationnels. Imaginez-vous une dizaine de gamins couverts de gloire qui pouvaient jouer désormais aux gangs de vétérans respectés. Где ты ходишь теперь, где летаешь? Не тебя ли окликал я? Бонжур, камарад! Отвечал ты мне: здравствуй, товарищ. В небесах мы летали одних, мы теряли друзей боевых. Ну а тем, кому выпало жить, надо помнить о них и дружить. В небесах мы летали одних,
потеряли друзей боевых. Le courant était tout de suite passé avec nos nouveaux techniciens. Les Français et les Russes ont en commun d'être de grands sentimentaux, et on avait surmonté la barrière du langage. Vous savez, la chasse, c'est un ménage à trois. L'avion, le pilote, le mécano. Je devrais dire les mécanos, car en réalité, ils étaient 5 ou 6 à s'occuper de notre avion, avec un chef à leur tête. Celui-là avait une énorme pression sur les épaules. Il était doublement responsable, et de la vie de son pilote, et de la survie d'un avion qui avait coûté la sueur et les larmes de tout un peuple. Sentimentaux, nous étions inséparables. Il y avait une tradition qui se manifestait quand on changeait de terrain pour accompagner les avancées de l'armée rouge. Chaque pilote emmenait son chef mécano dans son propre zinc. C'était une façon comme une autre de lui témoigner confiance et amitié. Le problème, c'est que nos yaks n'étaient pas biplaces. Il fallait ouvrir un compartiment technique dans la queue de l'avion et notre copain s'y faisait tout petit, sans parachute. C'est cette habitude qui devait provoquer un jour ce drame tellement tragique et beau qu'il en est devenu un véritable conte russe traditionnel. 10 ans après la guerre, le cinéma immortalisait à son tour l'histoire de Maurice de Seine et Vladimir Bielozub. On va faire tout petit, hein, mon vieux, tout petit. Хорошо, Ivanov? Il y en a pour 10 minutes. Хорошо, monsieur le lieutenant. Ça va, Ivan Ivanovitch? Порядок! Alors on y va! Faut gicler d'un phoque. Réservoir crevé et fuite d'huile bouillante, je suis aveuglé. Guide-moi pour atterrir. Dis-moi si mon train est sorti. Bien compris, je te vois. Ton train n'est pas sorti, tu m'entends? J'entends, mais je ne vois rien. Altimètre foutu, je ne vois absolument rien. Je vais essayer de me pousser sur le ventre. Écoute-moi. Saute. Donnez la direction et l'altitude. Donnez la direction et l'altitude. Donnez la direction et l'altitude. Мой лейтенант! Прыгай! Лейтенант! Прыгай! Donnez la direction et l'altitude. Allô, guidez-moi. J'arrondis, attention. À vous. Maurice ne sautera jamais. Les Anglo-Américains avaient débarqué à Alger, coupant le cordon ombilical qui reliait l'Empire à Pétain et à sa France vaincue. Après De Gaulle et sa France libre, Giraud créait une troisième France. Une pétaudière franco-française qui n'écartait pas des gens fidèles à Pétain sans que cela semble gêner les Américains. Il se méfiait encore plus du rebelle solitaire soigneusement oublié à Londres. De Gaulle n'oubliera jamais l'affront. Pour lui, à dater de ce jour, un seul objectif. Écarter les mous et les suspects. Prendre seul le pouvoir et remettre la France au combat. Objectif réussi. C'est ainsi qu'une 60aine de volontaires allaient nous rejoindre durant tout l'hiver. Maurice faisait partie des renforts qui sont arrivés en masse après nos succès. Je suis sûr qu'ils ont été un peu déçus à leur arrivée. Même bon pilote, il devait d'abord apprendre à voler à la russe, aux ordres de gamins qui ne respectaient rien. Ni médaille, ni uniforme, ni hiérarchie, ni discipline. On leur avait parlé de nos exploits héroïques et ils découvraient des exploits de voleurs de poules. Deuxième leçon russe. Si on voulait manger, il fallait se débrouiller. Mais finalement, nous avons eu tout l'hiver pour convertir les nouveaux à nos traditions, notamment celle des surnoms de guerre. Même Pouillade, le commandant du groupe, n'y avait pas échappé. Pépito, on l'appelait. Ainsi est né le gang de Pépito. Pour notre plus grande joie, c'était le surnom exaspéré qu'on nous donnait à Alger, à l'état-major, où tout le monde n'aimait pas forcément De Gaulle. Mais Pépito avait fait du bon boulot. À la fin de l'hiver, nous étions un régiment présentable, avec nos 4 escadrilles, 70 pilotes, 350 mécanos. Pour être sûr d'être acceptés, certains avaient un petit peu menti sur leur véritable expérience.
Ils avaient toutes les chances de se faire descendre à leur premier engagement. Alors, on passait notre temps à les entraîner. 3 y ont laissé leur vie avant même de se battre. Когда они отдыхали ночью, мы охраняли французский летный состав с карабином, с автоматом в руке. Они тоже были уверены, что никакого нападения, никакой там пакости ночью быть не может, потому что их охраняют русские товарищи. Я сижу и зазор рядом. Там ни ремней, ничего нет. Ну вот и летим. Если бывает иногда, когда в полете летчики делали баражирование, меняли зону обзора и так далее, укачивала эту зазу. Она плохо себя чувствовала. И вот на одном аэродроме вылезли, я вытащил зазу, поставил ее на ноги, она тут же шлеп вверх тормашками и лапками так. На самолете на каждом бывал паек НЗ. Начинает угощать эту собачку галетами, шоколадами. Я говорю, лейтенант, это же бортовой паек. А ничего. Я говорю, в случае, говорит, если меня собьют, то бортовой паек не нужен. Я надеюсь на то, чтобы я буду, чтобы паек мне этот никогда не понадобится. Так и получилось. Мы передаем большой привет французским летчикам. Те, кто остались там. Мы иногда часто переписываемся. Особенно Новый год мы друг друга поздравляем. И также от них получаем послания. Летчик Монш прибыл уже в последнюю партию, полк Нормандии-Неман. Это был молодой, симпатичный француз, очень добрый и мягкий по характеру. Все время встречал нас с улыбкой. Он в воздушном бою, значит, спикировал в море и не вернулся. Вот такова судьба этого летчика Монжа самолета 24. Я пытался найти где-то родных этого летчика Монжа, но не сумел этого сделать. Мне хотелось, потому что я его провожал в последний полет. Я был тем человеком, который видел его последний раз перед боем. Все. Те части самолета, которые более крупные, находятся очень на большой глубине, и поэтому мы не можем достать эти части. Даже бомбоискатель, который мы проверяли на наличие металла, и он берет на глубину 7 метров, не показывает ничего, что какой-то металл находится здесь в глубине. К сожалению, вокруг этого озера находятся источники, ключи, которые постоянно бьют оттуда. И, видимо, природа, она есть природа, и, видимо, засосала эти части на очень большую глубину. Наша работа, вот 1,5 месяца здесь, дала определенные результаты. Найдено очень большое количество фрагментов самолета, но, к сожалению, нам не удалось осуществить замысел в полном объеме.
Elle s'annonçait pourtant bien, cette offensive de printemps. On était reposés, nombreux, avec du bon matériel. On était gonflés à bloc. Mais elle a très mal commencé. Au premier jour, celui dont le surnom était La Fièvre, parce que son combat le passionnait, le gentil Marcel Lefebvre s'envolait vers le destin qu'il avait choisi. Lui qui disait « Je suis exilé et condamné à mort dans mon pays par un régime fasciste. Il serait de la plus absurde hérésie que je ne sois pas un combattant pour l'humanité. » Tragique symbole. Le seul Normand du groupe mourait le jour du débarquement allié dans sa terre natale, la Normandie. Le mal commençait à reculer en France, mais il n'avait pas dit son dernier mot en Europe. C'est en Lituanie que nous avons appris la libération de Paris et ça nous a fait tout drôle. Comme un mauvais réveil au milieu d'un cauchemar. Là-bas, chez nous, on riait, on dansait, on recommençait à vivre. Et nous, ici, on recommençait à mourir. Nous aussi, on aurait voulu être de la fête, embrasser nos familles, enlacer une fille sur les Champs-Élysées. Mais il y avait un boulot à finir. Nous étions hélas quelques Français à savoir que la guerre ne s'était pas arrêtée à Paris. Pour nous remonter le moral, les Russes nous ont offert une salve d'honneur et un banquet de fête. Ça voulait dire vodka, soupe améliorée et un peu de souplesse dans les ordres qui visaient le personnel féminin. Officiellement, l'armée rouge interdisait les rapports hommes-femmes autres que militaires, probablement par crainte que l'instinct d'amour ne ramollisse l'instinct guerrier. Et dans tout ce que le caractère français avait de niais kulturniais pour les Russes, entendez par là mal élevé, je pense que c'est notre réputation vis-à-vis des femmes dont ils se méfiaient le plus. Une réputation totalement surfaite, bien entendu. Mais c'est à croire qu'elle était connue de toute l'armée rouge, car elle était arrivée aux oreilles des sorcières de la nuit. C'était un régiment de filles qui volait la nuit, sur des vieux zincs de la Première Guerre mondiale. Les vieux coucous faisaient un bruit épouvantable. Avec les bombes que les filles jetaient à la main, les Allemands ne pouvaient plus dormir. Ça les rendait fous. Et c'est pour ça qu'ils les avaient surnommées sorcières de la nuit. Un soir, en passant au-dessus de notre terrain, elles nous ont jeté une poupée tricotée, amoureusement confectionnée par l'une d'entre elles. On ne s'est jamais rencontrés. Et on n'a jamais su si c'était une invitation, mais ça y ressemblait bougrement. Вспоминаю далекие годы,
Я с французом дружил, не забыть наших встреч. Там, где Неман несет свои воды, там французские летчики в дождь и туман по врагу наносили удары. Après la victoire sur le fleuve Niemen, l'armée rouge piétinait en Prusse orientale, le nord de la Pologne annexé par Hitler. Nous étions les premiers Français à entrer en Allemagne et depuis le Niemen, on passait notre temps à mitrailler les convois. Novembre 44 ou l'ennui total. Comme on suivait la route des grognards de Napoléon, ça nous a fait 2 bonnes raisons pour recommencer à râler et à grogner. Mais une première bonne nouvelle est arrivée de Moscou. Suprême honneur, le régiment Normandie pourrait désormais associer la victoire du Niemen à son nom. Deuxième bonne nouvelle, tout le monde allait à Moscou, où De Gaulle et Staline préparaient un traité d'amitié franco-russe. Nous en étions le symbole, normal qu'on soit de la fête. En plus, on attendait depuis longtemps une vraie perme avec vraie bouffe, vrai lit et vraie petite copine. Staline a-t-il voulu amuser De Gaulle, humilier ses officiers, ou vraiment honorer le Normandie-Niemen? Toujours est-il qu'à la fin du somptueux banquet d'honneur, il s'est précipité sur Pépito pour l'embrasser à la russe. Un peu plus tard, à Yalta, il allait faire pencher la balance en faveur de la France pour que les vainqueurs du nazisme ne soient pas 3, mais 4. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais c'est un bon souvenir. Tout comme ce qui nous attendait après le banquet. Bolchoï, hôtel de luxe et autres délices nocturnes. Если будут санкции руководства нашего, мы готовы продолжить работу по поиску французского летчика. И до конца, и до хорошего результата, который даст возможность установить все-таки, кто здесь находится. И по моему, еще раз повторяю, убеждению, даже не суть важно, кто тут находится, французский или советский летчик. Память о них должна жить в наших сердцах. Они воевали за свободу и независимость нашей Родины. Ну, мы ждем. Наши летчики очень рады о том, что сумели сегодня вот этот сделать салют над местом падения летчика Нормандии Немана, летчика, который отдал свою жизнь за российскую, за русскую землю. Après Moscou, le cœur n'y était plus. Les blessés évacués, les anciens qui s'amusaient à Paris. Nous n'étions plus qu'une petite quarantaine, totalement morose. Et pas de trêve d'hiver pour se remettre. C'était l'heure de l'assaut final. Il restait toujours ce sale boulot à finir. Alors, nous l'avons fini. Eh les nouveaux, vous savez ce que c'est un bon pilote? C'est un pilote vivant.
Les anciens étaient revenus à Moscou pour récupérer leur yak, offert en souvenir à la France. Après 30 mois d'absence, 40 jeunes vétérans ont survolé Paris en se demandant s'ils devaient rire ou pleurer. Le cauchemar était fini. Il avait confisqué notre jeunesse et nous avait dédommagés en gloire. Quel sens donner à ce tragique marché? À chacun sa réponse. Elle se trouve peut-être dans cette plaque qu'on peut lire aujourd'hui à Moscou, dédiée aux 42 morts du Normandie-Niemen. Ils n'ont pas vécu longtemps, mais ils ont vécu intensément. Tout y est. La passion, la vie, la mort et la perpétuelle renaissance à travers la mémoire des hommes. Voilà pourquoi je vous ai raconté cette histoire à l'aube du 3e millénaire. Господин президент, я привез вам две детали от этого самолета. Это значит правая помпа масляного радиатора, а это левая. Они будут вашими новыми экспонатами в вашем музее. Merci, monsieur Kiryanov, pour tout ce que vous nous avez apporté de Russie. L'épave de Bivalka semble vouloir conserver son secret, et c'est très bien ainsi. Savoir qu'elle est vide, ou la vider pour savoir, et le résultat sera le même. Elle deviendra une coquille sans âme, et la légende sera morte. Monsieur Kiryanov, pouvez-vous dire pourquoi vous êtes certain de l'identité du pilote? Qui est ce pilote? Мы обратились в Подольский архив Министерства обороны к генералу Кириллину и получили ответ о том, что серийный номер самолета Поля де Форжа совпадает с номером, который оказался у нас на хвостовом оперении данного самолета. И вот мы получили из Подольска официальный ответ. En Normandie, comme à Smolensk, on veut que vive la légende et on s'interroge sur l'avenir d'une 3e expédition. Mais aux Andelys, comme à Bivalka, on sait bien que tant qu'il conservera le secret de sa tombe, Paul de Forge incarnera en terre russe tous les disparus du Normandie-Niemen. Qu'il demeure à jamais l'autre pilote inconnu du Normandie-Niemen.